Bonjour à tous. Enfin, artisans, commerçants, TPE, professionnels libéraux et experts comptables, nous nous retrouvons à nouveau dans son théâtre Mogador où nous finissons par avoir nos habitudes. Je me suis d'ailleurs empressé de troquer tongs et maillot de bain pour le costume-cravate pour ce sympathique moment. Je dois vous avouer que je reviens de l'île de la Réunion où nous avons présenté en avant-première à nos adhérents et experts comptables nos nouveaux services dont Laurent David et nos invités vont vous donner le détail. En effet, vous savez que l'avantage fiscal attaché à votre adhésion a été supprimé. Avantage fiscal qui n'en était plus un, puisqu'en réalité, depuis déjà plusieurs années, cet avantage avait été remplacé par une absence de majoration. Il reste cependant, pour certains d'entre vous, le bénéfice d'un crédit d'impôt de 915 €, lequel n'est à ce jour pas remis en cause. Depuis 1974, nous vous accompagnons et grâce à vos exigences et à nos échanges, nous savons ce que vous attendez de nous. Notre objectif pour cette première partie de notre réunion est donc de vous convaincre que France Gestion sera encore présent pour vous accompagner dans ce monde qui change si rapidement. Permettez-moi, avant de passer la parole à Laurent David, d'avoir une pensée pour Bernard Ravenne, président de France Gestion Profession Libérale, que vous avez vu très souvent à cette place que j'occupe aujourd'hui, et Jean-Marie Fulat, notre collaborateur en charge de notre comptabilité, qui nous ont quittés tous deux ces derniers mois. Je tiens à remercier Philippe Gauthier, directeur, et les collaborateurs de France Gestion pour l'aide apportée à l'organisation de cet événement. Je remercie également Serge Ripel pour sa totale implication dans tous nos projets. Vous n'imaginez pas tout ce que nous allons vous proposer. Je peux vous assurer que ce sera bien mieux qu'un simple avantage fiscal. Maintenant, cher Laurent, à toi. Oui, le micro est bien allumé. Donc vous connaissez maintenant, c'est une habitude, hein, il y a le spectacle, puis on travaille avant. Et donc là, comme Eric vous l'a dit, on va essayer de vous expliquer comment France Gestion va gérer l'après 1,25, comme on dit. Donc après cet avantage fiscal, on nous avait promis qu'une grande stabilité fiscale. Bon, elle est toujours très relative, cette stabilité. En l'occurrence, elle n'est pas évidente, mais on va vous expliquer un petit peu toute la panel des services, ou au moins zoomer sur 3 grands services que vous propose France Gestion. D'abord, un accompagnement digital. On connaît tous dans nos organisations, hein, moi je fais partie d'un grand groupe, vous, pour la plupart, vous êtes à la tête d'une petite ou moyenne entreprise. On a vu que tout ça s'est en plus accéléré de façon considérable avec ce qu'on a vécu en matière de confinement, de télétravail. Demain, on nous annonce la facturation électronique. On fera un point sur cette question-là. On va parler aussi de cybersécurité. Là aussi, on est tous touchés. Et puis, on finira quand même par ce qui est le pendant un petit peu du 1,25. Et vous verrez que France Gestion a été particulièrement créatif et vous propose une garantie juridique et fiscale très intéressante. Alors, je dis on, c'est pas moi. On a 3 experts, 3 intervenants. La première que je vais appeler, que je vais vous demander bien sûr d'applaudir quand ils vont rentrer, elle est commissaire aux comptes, expert comptable spécialisée en transformation numérique, animatrice d'une émission que vous connaissez peut-être et sûrement Connecte ta boîte, associée fondatrice de plusieurs sociétés spécialisées dans la blockchain, les cryptoactifs et les crypto-monnaies. Je vous demande de faire un triomphe à Sana Moussaouid. Il est aussi expert comptable, il est aussi commissaire aux comptes et il est associé fondateur, je crois, des mêmes sociétés spécialisées dans la blockchain, les cryptoactifs et les crypto-monnaies. Merci d'accueillir chaleureusement Fabrice Ebrard.
Et puis, il fallait quelqu'un pour représenter les adhérents de France Gestion. Et il est adhérent, il est chef d'entreprise, administrateur aussi de France Gestion. Et il a une activité de conseil financier aux particuliers et entreprises. Merci de se joindre à nous, Claude Wagner. Alors, on nous a dit, je vous préviens, on démarre un sprint. D'ailleurs, vous avez la durée du semi. On doit le faire maintenant en moins de 56-45. Donc, c'est pas, pour un SMI, c'est un sacré temps. Non, c'est même un record du monde. On va commencer avec l'accompagnement à la transformation numérique. Sana ou Saïd, je le disais tout à l'heure, on est tous frappés par le fait que voilà, c'est le grand changement dans les organisations, dans les entreprises. Ça a accéléré. Comment vous voyez, vous, vos clients se comporter ? Alors, je sais pas. Oui, c'est bon, c'est allumé. On voit une vraie adoption du numérique au sein des clients, les TPE, et surtout en fait depuis le Covid. Avant le Covid, ils entendaient énormément parler de numérique, mais on a une impression que le Covid a été, ou la Covid, pardon, a été un véritable accélérateur parce qu'on s'est rendu compte que toutes les entreprises qui n'avaient pas des canaux de paiement, par exemple, en ligne ou des canaux de livraison, elles n'ont pas pu en fait travailler pendant cette période. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'était celui d'un petit maraîcher dans un petit village qui n'arrivait pas en fait à vendre ses fruits et légumes et qui a dû passer par des applications très simples. Il a mis du WhatsApp et en fait il a essayé d'animer sa communauté et trouver d'autres moyens de paiement. Et ça c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui les entreprises, on n'est plus dans la phase essayer de les convaincre, mais on est plus dans la phase qu'est-ce qu'on fait pour vous accompagner et vous aider à gagner du temps et à transformer votre organisation. Et d'ailleurs, c'est même dans le baromètre et les études de France Num, on voit bien en fait que le numérique et tout ce qui est accessoire, tout ce qui est lié à la communication, je dis accessoire parce que je pense qu'il y a des choses plus profondes qu'on doit transformer, mais on voit bien que tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, la présence en ligne, les sites internet, c'est quelque chose qui commence à être un peu plus dans l'ADN des entreprises. Mais dès qu'on arrive sur la partie interne, on va dire gestion interne et tout ce qu'on sait faire, c'est France Gestion et en tant qu'expert comptable, c'est beaucoup plus, c'est pas pareil. Les chiffres ne parlent pas de la même manière. Pourquoi ? Parce que effectivement, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'important alors que la facture électronique arrive et qu'il faudrait d'abord commencer par accompagner le chef d'entreprise, l'aider à gagner du temps sur cette partie-là avant de commencer à communiquer sur son offre et de passer sur ces fameux leviers de communication pour améliorer son activité. Et donc, c'est des choses qu'on fait aussi dans Connecta Boîte, notamment, que je vous invite à découvrir. Alors justement, comment vous accompagnez les dirigeants d'entreprise avec France Gestion ? Comment vous les aidez ? Avec France Gestion, ce qu'on souhaiterait faire, c'est effectivement commencer à accompagner les TPE avec quelque chose de très simple. L'exemple de Connecta Boîte, c'est assez parlant parce qu'on s'adapte aussi aux TPE qui sont l'ADN de France Gestion. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un certain nombre de services. Quand on parle de gestion interne, il y a aussi tout ce qui est lié à la facture électronique, la signature électronique. On va parler tout à l'heure, Laurent, de la cybersécurité. Et il y a aussi tout un volet formation, France Gestion et Calliope. Il y a tout un volet formation qui est développé aujourd'hui. J'anime moi-même en fait une formation par exemple sur le RGPD avec France Gestion et il y a énormément de points d'accompagnement et on est en train de structurer aussi des offres dédiées aux TPE et surtout des offres dédiées fonction de la taille parce que chez France Gestion ce sont des très petites entreprises et donc cet accompagnement-là, il peut pas être le même pour des PME, on ne peut pas le retransposer et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mais on en parlera plus en détail. Claude, vous vivez tout ça. Comment vous le vivez ? Alors, on parle de la transformation numérique. Dans transformation numérique, il y a deux mots, transformation et numérique. Jusque-là, je suis bon. Et dans une vie antérieure, donc j'étais pas indépendant à mon compte, je travaillais dans une entreprise en tant que salarié, une entreprise internationale, et on travaillait pour des opérateurs de télécom, donc des gros clients. Et là, on avait une problématique de transformation très importante. C'est-à-dire que dans transformation numérique, on pense beaucoup à la partie numérique qui est d'automatiser ses processus de production, d'améliorer son efficacité de traitement interne, d'augmenter ses parts de marché. Mais on oublie aussi souvent la partie transformation qui, dans les grosses boîtes, est très importante. Et on avait fait beaucoup de projets où on maîtrisait la technique, mais sur la partie conduite du changement, on était moins bon. Et certains de ces projets n'ont pas eu la réussite escomptée
parce qu'on n'avait pas cette méthodologie de conduite du changement, et en interne, il n'y avait pas forcément le sponsoring nécessaire à très haut niveau, et toutes les fonctions de l'organisation qui étaient prêtes à s'adapter. Donc nous, en tant que TPE, on est un peu dans une situation différente où on est chef d'entreprise, en général une personne, parfois deux, donc on maîtrise les décisions au sein de notre entreprise, et cette partie de transformation, on est prête à l'assumer. S'il faut changer son comportement, on peut beaucoup plus s'adapter qu'une grosse entreprise. Par contre, sur la partie numérique, comme on est tout seul, ou très peu nombreux, eh ben, on n'a pas toutes ces fonctions, toute cette expertise qu'une grosse boîte peut avoir, qui lui permet, elle, en interne, de développer les compétences pour faire cette partie numérique de la transformation numérique. Et donc, comprendre quels sont les outils technologiques qui sont disponibles, faire de la veille technologique, étudier le marché, voir ce que font ses concurrents, etc. Et donc, en tant que TPE, on a beaucoup plus besoin d'accompagnement. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'être expert à la fois dans notre métier et en plus de maîtriser l'écosystème, l'environnement législatif, juridique, fiscal, social et en plus technologique. Voilà. Et donc c'est ça qui fait notre particularité, c'est notre capacité à changer quand il faut changer, et donc à condition bien sûr d'avoir l'ouverture d'esprit et l'agilité pour accepter de le faire. Par contre, on a besoin d'être plus accompagné, je pense, que les grandes entreprises. Et on va parler pendant cette conférence de tout ce que France Gestion offre pour justement accompagner les TPE. Sana, on l'évoquait en commençant, on a un grand chantier qui arrive là, qui focalise pas mal l'attention de vos confrères, parce qu'on a du mal à leur parler d'autre chose en ce moment, c'est la facture électronique. Ça veut dire que quoi? Ça va être compliqué? Compliqué, non, mais c'est plus facile de parler de quelque chose qui est obligatoire, et je pense que c'est une aubaine, la facture électronique, et heureusement qu'elle est obligatoire parce qu'elle va vraiment pousser les entreprises à se transformer, et notamment aussi mes confrères et les cabinets. La facture électronique aujourd'hui, elle fait peur parce qu'on ne sait pas du tout, on n'a pas encore tout le détail et toutes les manières dont ça va être fait. On parle beaucoup des plateformes qui vont pouvoir demain mettre en place, nous aider à passer à la facture électronique, mais pour la majorité, on n'a pas encore un certain nombre de détails, de fonctionnement, de fonctionnalités pour essayer de se préparer. Néanmoins, on sait ce qui va se passer, on sait que demain, la facture électronique, ça supposerait qu'il faudrait qu'on ait un système qui va intégrer ces fonctionnalités-là pour pouvoir émettre des factures électroniques et non pas numériques, que ce soit de la facture X normalement en France. Et surtout, que grâce à ça, en fait, on va pousser les entreprises à digitaliser, notamment le système d'information, même d'une TPE. En fait, ça va permettre du coup de plus passer des heures sur du Excel, du Word, et ça va être beaucoup plus rapide. Et surtout, la notion qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a aussi pas mal de données qui sont assez riches dans cette facture électronique et qui vont pouvoir en fait accompagner, qui vont pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de tirer des leçons à partir de ses propres données de manière beaucoup plus simple. Et c'est quelque chose aussi que France Gestion sait faire depuis très longtemps, tout ce qui est analyse sectorielle. Et je pense qu'avec la facture électronique, on va pouvoir passer à un cran et une étape supérieure, et ça va être plutôt génial, je pense. Oui, une transformation à gérer, mais de la simplicité derrière de fonctionnement. Alors quand même, alors j'ouvre une petite parenthèse, on ne l'a pas évoqué en préparant cette conférence, mais c'est aussi peut-être plus de contrôle, facilité pour l'administration. On sent vraiment qu'avec le fait que la facturation électronique, c'est sûr qu'elle n'a plus besoin de se déplacer. Bah certainement, ça c'est sûr. Et de toute façon, la facture électronique, c'est aussi le pré-remplissage de la TVA de manière assez automatique, et puis les e-reporting pour tous ceux qui travaillent avec en B2C, des e-reporting, tous ceux qui ont des caisses aujourd'hui, des caisses enregistreuses, ça va s'envoyer directement à l'administration fiscale. Et si on n'a rien à se reprocher, c'est plutôt de la simplicité. Au contraire, en fait, je ne pense pas qu'il faille le prendre du côté plus de contrôle. Oui, il y aura plus de contrôle, on le verra tout à l'heure. Effectivement, il y aura beaucoup plus de contrôle parce que ça sera plus simple. Mais pour le coup, ça va faciliter les choses, et j'aurais plus à craindre de ne pas avoir fait telle chose, enfin, de ne pas avoir déclaré telle facture, je ne sais pas. Enfin, tout sera beaucoup plus simple demain et plus résilient. Fabrice, on a évoqué la transformation numérique, cette accélération, demain la facturation électronique. Puis, alors, je le dis avec peut-être je l'aurais dit avec plus d'enthousiasme et d'entrain il y a quelques mois, mais on nous promet le métaverse, la réalité virtuelle. Alors, je dis ça parce que depuis, on sait ce qu'il est advenu de Meta, qui a licencié un bon nombre de ses ingénieurs, mais quand même, on voit que c'est pas fini de s'accélérer. Alors,
C'est quoi? C'est fantasme, réalité de demain? Vous qui êtes spécialiste, qu'est-ce qu'il faut penser du métaverse? En fait, il faut voir. En fait, c'est un petit peu des deux. Hein. C'est un mythe et il y a une réalité à venir. Il y a quelques mois avant le Covid, enfin même, on va dire avant la période du Covid, peu de clients avaient réellement une boutique en ligne. Et avec le Covid, ça a accéléré les choses. Le métavers, en fait, c'est pas une nouveauté. En fait, ça existe depuis quasiment plus de 20 ans. On l'a redécouvert à l'occasion des casques et des réalités virtuelles, parce qu'on a un outil qui permet de faciliter l'intégration dans le métaverse. Mais donc aucune nouveauté, sauf qu'à l'avenir, ça arrivera. En fait, c'est un intérêt notamment sur l'aspect formation, du coup, de pouvoir réunir des gens dans un espace virtuel afin d'être formés. L'intérêt, c'est que les gens, quand ils sont dans le monde virtuel, ils n'ont pas leur téléphone portable, donc ça permet de capter, d'augmenter la capacité de concentration des participants. Et après, rien n'empêche un de nos futurs clients, il faudra bien les accompagner. S'ils veulent créer une boutique dans le métavers pour vendre leurs produits, il faudra bien les accompagner. On va avoir toute cette mission d'accompagnement et j'avais écrit un article il y a quelques mois sur les problématiques notamment liées au métaverse, parce que ça fait beaucoup sourire le métaverse, mais des trucs toutes bêtes qui vont parler aux confrères experts comptables. En revanche, ça fait sourire, mais quand on teste une application avec un casque, je le conseille à tout le monde, tous ceux qui ne l'ont pas fait, c'est très, 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 très impressionnant. Alors justement, avec France Gestion, on a eu l'occasion au congrès des experts comptables de créer des NFT. Je passerai sur ce qu'est ce sont des NFT. On les a mis dans un musée virtuel et on équipait les confrères d'un casque pour se balader dans le monde virtuel. Du coup, pour voir un petit peu à quoi ça, concrètement, dans la réalité, concrètement, comment ça se matérialise. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut regarder toutes les problématiques comptables et fiscales qu'il y a autour du métavers, notamment ce que ça fait sourire, mais quelque chose de tout bête. Vous avez un vendeur qui est en boutique physique. Est-ce que vous pouvez lui imposer de vendre dans le métavers, c'est-à-dire de mettre un casque pendant 8 heures et de vendre à des clients virtuels? Est-ce que c'est une modification du contrat de travail? Ça, c'est des questions que les clients peuvent légitimement nous poser. Sana l'a dit par rapport à la facture électronique et aux caisses électroniques. Demain, nos clients qui vendent dans le métavers, est-ce qu'il va falloir que j'ai une caisse électronique qui soit certifiée NEF 525? Donc c'est plein de problématiques finalement qu'on connaissait par ailleurs, qu'on va reporter dans le métaverse. Donc fantasme dans le sens où, bien entendu, tout le monde n'ira pas dans le métaverse. Et je vous invite à mettre un casque. C'est difficile à l'heure actuelle avec la technologie d'y rester plus de 2 heures. C'est un petit peu compliqué. Par contre, il faut quand même regarder d'un œil attentif ce qui va se passer. Parce que ce serait un petit peu dommage de passer à travers ce nouveau canal de distribution. Oui, puis il arrivera peut-être avec un peu plus de temps de prévu, parce qu'on nous a annoncé le métaverse pendant 5 ans. On sent quand même que c'était très optimiste. Non, à mon avis, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Non seulement parce qu'il faut que les casques soient quand même plus légers, que ça reste un petit peu en mode cartoon. Hein. C'est une sorte d'imagerie dans le monde virtuel qui n'est pas forcément très sympathique. Je ne le vois pas de la même façon. J'entendais parler même de lunettes. Ouais, tout à fait. Et même de verres de contact. Ouais, il y a 2 choses. Alors, il y a la réalité virtuelle où on met le casque et ça vous coupe de la réalité. Et vous avez la réalité augmentée, c'est-à-dire vous mettez vos lunettes et ça va ajouter du contenu à votre vision. On le voit notamment, par exemple, vous êtes dans votre voiture, on vous met des lunettes spécifiques et vous allez avoir les instructions du GPS, du coup, qui vont s'afficher en surimpression. Donc, il y a ces 2 réalités. Mais là, ce que notamment Meta, c'est uniquement un monde purement virtuel. Claude, vous vous imaginez là demain dans le métaverse? Alors, je vais faire le lien avec votre introduction. Vous disiez il y a 3 experts. En fait, là, il y a 2 experts et puis un novice. Le métaverse, je ne vais pas en parler parce que je suis totalement ignorant. Je dirais de manière générale que pour nous, TPE, ce qui nous intéresse justement, c'est dans ce monde où il y a plein d'innovations technologiques qui sont à des stades de maturité très différents, d'avoir des gens qui font l'analyse de ce qui est encore au stade de développement et ce qui a atteint un stade de maturité suffisant pour une application professionnelle. Et donc, il va y avoir des applications professionnelles de type industriel pour des sociétés beaucoup plus grandes que la nôtre, pour lesquelles il y a une justification économique à utiliser ces solutions qui ont peut-être un coût économique encore très élevé. Et puis après, on passe à un stade de développement plus avancé où ces solutions se démocratisent. Et donc là, effectivement, nous, ça nous intéresse d'avoir un organisme qui nous positionne en fait ces solutions qui sont matures, donc technologiquement, pour être utilisées dans un cadre professionnel et non plus juste pour faire du jeu, qui le sont donc à un niveau d'attractivité économique suffisante. Donc par exemple, on va dire quelques dizaines d'euros par mois en mode souscription, par exemple, parce qu'aujourd'hui, tout se fait plus ou moins en mode souscription. Et enfin, un dernier critère qui est très important pour une TPE, c'est la facilité d'utilisation de la solution.
Parce qu'évidemment, encore une fois, comme on est des petites structures, c'est le dirigeant qui parfois fait quasiment tout, il faut qu'il ait la capacité à le faire lui-même. Il ne faut pas que ça nécessite des expertises très poussées pour utiliser l'outil technologique en question. Et donc ça, c'est vraiment pour moi les 3 critères. Après, il y a des gens qui peuvent œuvrer dans un environnement franco-français et qui sont réfractaires à l'anglais. Donc pour eux, c'est important d'avoir une solution en langue française. Bon, ça va être moins un sujet critique pour d'autres. Et donc typiquement, dans tout ce qui vient d'être cité, donc en particulier pour moi, le métaverse, c'est très amont. Donc c'est très loin encore. Hein. On peut avoir un intérêt académique pour ça, mais moi, j'en vois pas d'application immédiate pour la plupart des adhérents qui sont présents aujourd'hui, probablement. Par contre, la réalité augmentée, c'est quelque chose à laquelle je crois. Moi, j'ai un métier donc, de conseil financier. Je ne suis pas agent immobilier, mais j'ai des gens qui exercent ce métier. J'imagine très bien que, par exemple, un agent immobilier qui veut vendre un bien dont il a le mandat, il fait un enregistrement vidéo avec un bon appareillage technologique pour qu'il puisse le représenter en 3 dimensions. Et après, il va vouloir rajouter un ameublement intérieur pour rendre son bien plus attractif. Et effectivement, pour ceux qui regardent les émissions de Stéphane Plaza, en particulier, l'aménagement intérieur, ça augmente la valeur du bien. Donc, on voit bien que pour ce type de métier, ça a une utilité. J'imagine bien aussi un restaurateur qui, après avoir scanné le QR code, va vous mettre en 3D le plat que vous souhaitez commander ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui, sous réserve qu'elles soient à un prix abordable, et encore une fois que l'utilisation ne soit pas trop compliquée, va, à mon avis, se développer et on va utiliser ce genre de solution. Je voyais d'ailleurs par hasard, hier soir sur TikTok, c'est un peu redoutable, c'est très addictif. Et je voyais un conseiller financier justement qui avait fait une petite vidéo avec présentation de produits et tout, c'est amusant. Et ça m'amène à une question, tous ces outils quand ils sortent, ça ne doit pas être facile quand on est tout seul, qu'on est très pris par le temps de se dire je vais les découvrir, comment vous faites ? Alors, je dirais que on a effectivement cette thématique numérique, mais qui ne se décline pas de la même façon selon nos métiers. Donc, je vais prendre mon cas personnel. Bon, moi, je suis un conseiller financier qui ne fait pas de la publicité. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de site Internet. Je ne fais pas de campagne e-marketing. Je ne suis donc pas, par exemple, dans la même situation qu'un commerçant qui veut développer sa notoriété et se faire connaître dans une zone géographique donnée. Je fonctionne sur un modèle de bouche à oreille et de mise en relation. Donc je vais rencontrer des gens, mon cercle proche, ou des gens que je connais pour une raison ou pour une autre, et qui après vont m'aiguiller vers d'autres personnes, des connaissances, donc des amis, des connaissances professionnelles, la famille, etc. Donc dans ce scénario-là, donc je n'ai pas la même, comme je le disais, problématique des commerçants qui doivent développer des sites e-commerce ou des sites web, etc. Par contre, je me suis rapidement retrouvé dans la situation où j'avais beaucoup de gens qui m'étaient recommandés, qui faisaient partie de la famille, qui n'étaient pas dans ma zone géographique. Donc j'ai été considérablement aidé par la crise sanitaire et la démocratisation et le changement de perspective des gens par rapport aux outils de visioconférence qui font qu'aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème à personne de dire « Ok, cette personne, je ne la connais pas, mais je vais la rencontrer pour la première fois en visio ». Et a fortiori, on va faire toute la suite de la relation sous forme de visioconférence. Donc pour moi, ceci très clairement a été un accélérateur au niveau de mon activité économique et ça a nécessité simplement la prise en main de l'outil de visioconférence, qui est probablement pas le plus compliqué des outils à maîtriser. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Après, en termes de gain de productivité, pour moi, ce qui est très utile aussi, c'est tout ce qui permet la dématérialisation des actes de souscription et des actes de gestion. Je dirais à tel point que je commence à avoir un biais où je me dis, comme je suis un intermédiaire, les fournisseurs de solutions qui ne me permettent pas de faire la dématérialisation, je ne vais pas forcément les mettre en avant. Parce que ça devient, avec la réglementation qui est de plus en plus contraignante, quand on fait du papier, il y a énormément de documents à signer, il faut parapher certaines pages, il faut en signer d'autres, il faut les poster, il faut que l'autre fasse la même chose, et puis au bout du compte, on se rend compte que quelqu'un a fait une erreur, et puis il faut recommencer. Voilà, donc la dématérialisation, donc la signature électronique, qui encore a été nettement, je dirais, démocratisée, et qui est rentrée dans les mœurs pendant les différents confinements, où même les gens ne pouvaient plus se déplacer chez le notaire, mais on pouvait signer des actes à distance. Tout ceci a fait qu'il y a eu des modifications d'attente des consommateurs et d'acceptation de ces nouveaux outils.
Et donc ce sont ces éléments-là qui, pour mon activité à moi, je dirais, sont les plus impactants en termes d'efficacité. Vous avez fait votre marché parmi tout ce qui sortait, vous avez choisi le plus vertueux pour votre activité. Sana, Fabrice, je voulais finir sur un point. Cette vague de digitalisation, ce nouvel univers dans lequel on vit, il implique de la confiance. Et alors, au moment où on avait prévu cette question dans notre préparation, on n'avait pas eu encore droit à la faillite de FTX. On avait déjà un Bitcoin qui avait connu quand même des soubresauts, une volatilité extrême. Qu'est-ce que c'est important, ça, quand même? Qui veut commencer, Fabrice? C'est épineux le sujet de FTX. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui vient de faire faillite et qui laisse environ 1 million d'utilisateurs, enfin des consommateurs comme vous, sur le carreau, pour environ 50 milliards de dollars. Voilà, juste une paille, quoi. Donc il faut... Alors, sur FTX, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas condamner tout l'écosystème pour les agissements notamment d'une personne physique, qui était le dirigeant, qui a, on va dire, contaminé tout l'écosystème. Notamment, enfin, il n'avait pas de comptabilité, ils sont incapables de connaître le nombre de comptes bancaires qu'ils possèdent, et ils étaient même incapables de lister les salariés. On en était quand même déjà à un niveau quand même plutôt pas mal en termes de, on va dire, de défaillance. En 2008, quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers, on n'a pas condamné tout le monde bancaire. On a mis en place des règles pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus, notamment avec toutes les ratios BAL 1, BAL 2, BAL 3. L'écosystème, là, ce qu'on va voir avec FTX, c'est que ça va obliger les régulateurs à se pencher sur le sujet, et même l'écosystème de lui-même à anticiper et à proposer des modalités technologiques afin que les réserves, afin d'éviter que ça se reproduise. Sur le cas de FTX, qu'est-ce qui s'est passé, pour entrer vraiment dans le concret, c'est que les gens ont envoyé leurs actifs numériques sur la plateforme, ou leurs euros, et le dirigeant a pris ces actifs, les a vendus ou les a donnés à d'autres personnes à sa défense personnelle. Voilà, donc les caisses sont vides. Là, ce que voudrait faire du coup la communauté, c'est mettre en place des enjeux pour vérifier que les actifs numériques que j'ai déposés soient toujours dans les comptes de la société et qu'ils ne s'aient pas été cédés à des tiers. Donc on voit que il y a encore, c'est un écosystème qui est naissant en fait, qui a à peine qui a moins de 15 ans. Ils sont en train d'apprendre les règles à la dure, j'ai envie de dire, sachant que les enjeux vont beaucoup plus rapidement à cause d'Internet, à cause de la digitalisation. Les choses s'accélèrent. Donc l'écosystème va grandir, se professionnaliser, mettre en place les règles qui vont bien pour éviter que les scandales se reproduisent. Oui, ça là. Juste en complément, ce que disait Fabrice, c'est vrai qu'à l'époque, on condamnait pas les banques. Aujourd'hui, c'est une fraude. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pour le coup, c'est le Bitcoin, enfin les actifs numériques, c'est surtout une vision décentralisée. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont centralisées et qui ne permettent pas en fait de donner la confiance aux utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on parle énormément en ce moment d'une preuve de réserve, c'est-à-dire en fait que moi, en tant qu'utilisatrice, j'aurais un numéro et je pourrais aller vérifier que, par exemple, même si je prends l'exemple d'une banque aujourd'hui, les banques, je suis pas sûre, je sais pas si mon argent ils l'ont et s'ils l'ont utilisé. Et là, demain, je pourrais vérifier que la plateforme n'a pas utilisé mes fonds et que mes fonds m'appartiennent et qu'ils n'ont pas été, ils sont encore sur mon compte. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est grâce à cette technologie que demain, on va arriver vers quelque chose qui va par lui-même, par son code et par la façon dont ça a été fait, instaurer la confiance pour tous les utilisateurs. Et ça va être beaucoup plus vertueux. Oui, Fabrice. Parce que Fabrice, tout à l'heure, pour me rassurer, sur Bitcoin, les crypto-monnaies, me dit non, mais il ne faut pas perdre confiance. D'ailleurs, si tous les clients d'une banque traditionnelle vont retirer leurs avoirs, de toute façon, elle fait faillite. Alors, ça ne m'a pas trop rassuré quand même, mais... Oui, Fabrice. Il y a la garantie de l'État pour les 100 000 euros pour les dépôts bancaires des particuliers, mais sur les actifs numériques, on n'a pas ça. Juste pour faire le parallèle avec la bulle Internet. Je veux dire, dans les années 2000, du coup, on a eu la bulle Internet qui s'est crashée, qui a explosé. Pour autant, je pense que vous avez tous l'obligation dans la salle, quand vient la période du mois de mai-juin où il faut déclarer ses impôts sur le revenu, il faut aller les déclarer sur impôts.gouv, sinon sous peine de pénalité. Donc il y a 20 ans, on disait qu'Internet, ça ne servait à rien parce que c'était une bulle, sauf que 20 ans après, vous faites vos impôts sur Internet, vous achetez peut-être sur Amazon ou sur les sites de e-commerce et vous regardez des séries soit sur Netflix ou Disney+. Donc il ne faut pas condamner trop vite l'écosystème et je ne pense pas qu'il faudra 10 ans pour que la technologie blockchain rentre dans les mœurs et demain peut-être que vous utiliserez la blockchain. En fait, quand vous allez sur Internet, vous moquez que vous utilisiez le protocole TCP/IP, vous lancez un navigateur, vous allez sur Google et vous lancez une recherche ou sur Quant ou n'importe quel moteur. Demain, la blockchain, ça sera exactement pareil, c'est-à-dire que vous l'utiliserez mais sans le savoir. Et pourtant, donc, tous les usages qui vont venir vont arriver vite. Et le but, c'est de démocratiser au maximum cette technologie. D'ailleurs, tous ceux qui vendent la blockchain disent aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler de la blockchain.
pour la vendre. On va passer maintenant à un deuxième sujet, la cybersécurité. Sana, Fabrice, oui, un dernier petit mot, vraiment dernier parce que le temps tourne. Parce que là, effectivement, outre le fait qu'ils sont toujours plus experts que moi sur ce sujet, on n'a pas forcément la même position sur les cryptos. Parce qu'on en a parlé avant de venir pour cette table ronde, et là, on a 2 cryptos très actifs. On a dit qu'on ne donnerait pas de conseils d'achat. Non, ce ne sera pas mon cas. Donc moi, je suis un crypto passif, voire un crypto très sceptique. Donc, par rapport à ce que disait Fabrice, je peux faire 2 remarques, parce que c'est vrai qu'en tant que conseiller financier, je rencontre souvent des gens qui ont acheté des cryptos ou qui n'en ont pas acheté. Et donc parmi ces investisseurs, il y a des gens qui ont un profil prudent, qui par exemple pensent que c'est dangereux d'investir en bourse. Peut-être parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience ou parce que c'est difficile de comprendre l'évolution de la bourse. Et après, ils me disent, bon, mais j'ai des cryptos. J'en ai même beaucoup. Alors là, c'est vrai que je suis un peu surpris, parce que c'est quand même intéressant de discuter ce point-là. C'est-à-dire que quand on achète des actions d'une société, on achète une part de propriété dans une entreprise qui vend des produits, qui délivre des services, qui dégage un bénéfice. Donc lorsque cette société, quelques années plus tard, elle a augmenté son chiffre d'affaires par un facteur 10, lorsqu'elle fait 10 fois plus de bénéfices, on comprend que l'action de la société puisse valoir 10 fois plus cher. Voilà. Bon. Ensuite, quand on achète des obligations, donc un titre de créance auprès d'un émetteur, on l'achète contre la promesse d'un rendement qui va être fonction en général du niveau de qualité de l'émetteur. Quand on achète un bien immobilier, on l'achète pour l'habiter, on l'achète pour le louer, et ça rapporte un loyer, ça rapporte de l'argent. Donc derrière toutes ces transactions, il y a un actif réel, tangible. Bon, quand on achète du Bitcoin, on achète un truc, on achète un bidule. Voilà, il n'y a rien derrière. Et donc la question, c'est pas est-ce que le Bitcoin va encore exister. Ça, je me doute bien qu'il va continuer à exister. Je sentais le débat. La question, c'est quelle est la justification du niveau de valorisation du Bitcoin. On va permettre à Fabrice de répondre dans 15 secondes. Ouais. En 15 secondes. Alors, je vais faire autre chose. Est-ce que les bidules ont une vraie valeur alors je vais faire ce qu'on appelle un ROC, c'est répondre à une question par une autre question. Je vous pose la question, l'euro, c'est quoi le fondamental qu'il y a derrière l'euro? C'est-à-dire que votre patrimoine est valorisé en euros, votre résidence principale, votre compte bancaire en euros, votre assurance vie. C'est-à-dire la majorité de votre patrimoine est valorisé dans une contre-valeur, qui est l'euro, dont l'émission de masse monétaire est décidée par 6 personnes que je n'ai pas élues, qui s'appellent les gouverneurs de banque centrale, qui décident de l'inflation ou pas. C'est-à-dire l'inflation, c'est ni plus ni moins que la perte de valeur de mon patrimoine. Donc, je n'ai pas j'ai pas la main sur l'évolution de mon patrimoine. L'avantage des actifs du bidule, en l'occurrence du Bitcoin, il y en a d'autres, mais je parle juste du bidule de Bitcoin, c'est que l'émission de la masse monétaire, elle est connue en avance. C'est-à-dire que c'est pas des individus que je ne connais pas, que je n'ai pas élus, dont leur patrimoine est sûrement pas que en zone euro, mais bien mondial. Donc, ils vont pas subir l'inflation de la même façon que moi. Au moins, l'émission de masse monétaire est connue à l'avance. Et on en a discuté juste avant. C'est qu'après, moi, les gens s'évertuent à donner une valeur à Bitcoin, mais moi, mon Bitcoin, il vaut pas 20 000 euros. Enfin, c'est les cours actuels, 15 000 euros. Il vaut pas 15 000, il vaut 100 000 ou même 1 million. En fait, il faut le voir comme une expérience, tout simplement. Par rapport à la valorisation du patrimoine, on conseille, c'est pas moi qui le dis, c'est de ne pas mettre de plus de 5% de son enveloppe patrimoniale dans des actifs risqués, y compris les actifs numériques. Il n'y a pas que les actifs numériques. Donc voilà, pour répondre, j'ai dépassé les 15 secondes. Ouais. Voilà. Et du coup, on va passer à notre deuxième sujet, la cybersécurité, parce qu'on ne vous mettra pas d'accord. Ma première question, elle est toute bête, Sana, c'est voilà, qu'est-ce que le cyber-risque? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Merci Laurent, je vais quand même répondre. Oh non, c'est pas loyal ça. Je voulais juste dire qu'en France, il y a plus de personnes qui détiennent des portefeuilles en actifs numériques que des actions. Donc voilà. C'était justement mon point, c'est que c'est une hérésie totale. Je n'attendais pas de réponse, Claude. C'est ce dont ne se remet pas Claude. Donc, la cybersécurité. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on ne va pas répondre à ces questions-là aujourd'hui. Mais en tout cas, sur la cybersécurité, aujourd'hui, en fait, on est dans le cyberespace. Et effectivement, on utilise tous Internet, tu l'as dit Fabrice, que ce soit voilà, pour avoir des plateformes, que ce soit même du basico-basique, aller commander quelque chose sur Amazon, sur Uber, des choses. En plus de ça, sur le téléphone, je peux aussi avoir à la fois ma messagerie professionnelle, ma messagerie personnelle. Je laisse
connaissent mes numéros de compte, de carte, voilà, j'ai numéro Apple de Pay, carte, etc. il y a ceux en plus qui ont le paiement avec les téléphones et j'en passe. Et en fait, si on ne sécurise pas ces usages aujourd'hui, on va se retrouver dans un monde où tout va fuiter dans le cyberespace et il y a pas mal de cyberattaquants. Donc, ce sont des personnes qui essayent de soutirer de l'argent, qui ont juste vu une opportunité effectivement dans ce système-là et qui sont assez intéressés par nos données personnelles parce que nos données personnelles valent de l'argent. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir des virus, des malwares. Les malwares, on va crypter mes données et on va me demander une rançon. Et une fois que j'aurai payé la rançon en Bitcoin, j'aurai accès à mes données. Il y a aussi, il peut y avoir du phishing. Il y a énormément de phishing. Vous savez, quand vous recevez un mail en vous disant que c'est Amazon, mais en fait c'est écrit, c'est mal écrit, l'image elle est pas très lisible. Puis juste un petit conseil, quand vous passez si vous recevez par exemple un mail de votre banque ou de votre prestataire, passez juste le curseur sur l'adresse d'envoi. Et quand vous recevez un mail d'Amazon mais qui provient de bidule.com, c'est que ce n'est pas Amazon. Et ça, ce sont effectivement aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de se faire pirater, d'autant plus qu'on a tous mis de la visio, on a tous élargi et multiplié par je ne sais combien tous nos usages numériques. Donc effectivement, il y a aussi ce risque qui est très présent aujourd'hui. On peut peut-être dire un mot d'une fraude qui est assez impressionnante, alors qui est une cyberfraude et pas une cyberfraude, parce que c'est la fraude au président. Je ne sais pas si Oui, touche pas mal de PME et de TPE. La fraude au président, c'est assez intéressant parce que c'est souvent des sommes assez importantes et souvent d'ailleurs ça arrive un vendredi après-midi. En fait, le directeur financier de la banque va recevoir un appel assez urgent en lui demandant de faire un virement en se faisant passer pour le patron. Et puis écoute, là la banque elle va fermer, je suis à l'autre bout du monde, j'ai une transaction à plusieurs millions, va falloir tout de suite me signer le mail. Et en fait c'est parce que pour le coup, ils connaissent l'entreprise. Il y a une enquête quand même, il y a quand même un tracking depuis de longue date pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement et le comportement. Et donc, on va appeler et on va jouer un petit peu sur l'émotion et puis dire écoutez, de toute façon c'est assez rapide, vous ouvrez le bureau, vous me prenez le classeur rouge et puis juste à côté vous avez la boîte bleue dans laquelle vous avez les stylos, vous signez, vous m'envoyez. Et en fait il connaît tout le quotidien, ouais. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut même reproduire la voix du président. Mais rien que ces informations là il peut les avoir sur les réseaux sociaux parce qu'on s'amuse tous à envoyer des photos de notre bureau, ou alors parce que dans le café du coin à côté de mon entreprise j'arrête pas de parler à haute voix et qui veut entendre en fait toutes les informations et tout ce qui est lié, tout ce qui est confidentiel. Et donc là, il y a eu plusieurs cas où les entreprises, là pour le coup, c'était un cas réel. La DAF, elle a été, en fait, elle a fait un virement de plusieurs millions de virements. La banque, elle a réussi à rattraper un virement sur deux. La problématique quand ça se passe comme ça, c'est que même si vous l'avez fait de bonne foi, vous allez quand même être interrogé par la police. Donc double effet qui se coule, qui est pas très sympa de se faire convoquer et d'avoir, voilà. Donc ça existe vraiment et ça existe vraiment même pour les petites entreprises qui se font pirater tous les jours. Fabrice ? Juste une précision, c'est que justement, il y a eu un changement de paradigme en quelques années. C'est qu'avant, ils attaquaient les grands groupes du CAC 40, du coup, mais sauf que dans les grands groupes, il y a des procédures internes, il y a du double signature, ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller cibler une TPE, une PME, qui a de la liquidité, où il n'y a pas de contrôle. Il y a peu, je ne vais pas dire pas de contrôle interne, mais il y a peu de contrôle interne vraiment efficient. Il y a peu de règles mises en place et il y a moins de formation en interne des collaborateurs. Donc, le changement de paradigme, c'est que ils ont arrêté les CAC 40 et c'est plus lucratif d'aller cibler des PME, du coup, où les risques sont moindres et puis les gains sont beaucoup plus élevés pour les attaquants. Claude, c'est quelque chose pour vous? Ça représente quelque chose? C'est un vrai risque ou... Alors je dirais que je n'ai pas suffisamment de fonds encore sur mon activité professionnelle pour que ce soit un très gros risque. Et puis, comme je travaille tout seul, il faudrait pouvoir m'arnaquer moi-même. C'est un peu plus compliqué. En fait, avec cette question, on m'avait un peu cassé ma conclusion parce que j'allais dire, mais je le dirai plus tard, qu'il y a une société ou un organisme, une association qu'on connaît très bien, qui serait une cible parfaite pour l'arnaque au président. Mais bon, je ne dirai pas laquelle. Alors, on peut peut-être maintenant passer, Sana, on ne peut pas donner tous les conseils, les bonnes pratiques, etc., mais quelques-uns et peut-être voir s'il y a des sites où on peut se référer.
Oui, déjà, en fait, il faut savoir que que plus de 90% en fait des cyberattaques sont dues à des erreurs humaines. Hein. Donc, on dit souvent que le danger se situe entre la chaise et le clavier. Donc, c'est moi. Donc, ça passe par ce qu'a dit Fabrice, hein, quelque chose de très très simple, c'est de la sensibilisation, de la formation des collaborateurs. C'est vraiment quelque chose d'assez important pour essayer de comprendre les usages. Il y a des choses très simples, mettre un mot de passe robuste, un mot de passe où c'est pas le prénom de mon fils avec sa date de naissance. Qui est accessible à tout le monde et qui peut être piraté par tout le monde. On déconseille aussi tout ce qui est mots qui sont dans le dictionnaire parce que les cybercriminels, il faut savoir qu'ils achètent tous les mots du dictionnaire et en fait ils les balancent et c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver des combinaisons. Donc évidemment mettre en place des mots de passe robustes, mettre en place un antivirus payant parce que quand on est une petite entreprise on se dit bon bah j'ai pas beaucoup de moyens. Je suis pas intéressant, comme tu l'as dit, Claude, comme vous l'avez dit, Claude, je suis pas intéressant parce que j'ai peu de moyens. Mais Fabrice l'a dit, en fait, aujourd'hui, il ne cible pas que les grosses entreprises. La différence, c'est que c'est vous qui pilotez. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si on imaginait un filet de pêche. J'envoyais un filet de pêche pour aller pêcher dans l'océan. Et en fait, que je prenne des petits ou des gros poissons, ils sont tous attrapés de la même manière. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc, il peut y avoir une personne qui travaille toute seule et qui va avoir tous ses comptes gelés parce que, du coup, elle a tous ses mots de passe qui ont été pris et si j'ai pas fait ce qui s'appelle un plan de reprise d'activité parce que ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est de prévoir une continuité d'activité et un plan de reprise et évidemment mettre en place une assurance cyber-risque. Une assurance c'est pas très cher forcément, il faut voir avec vos propres assurances et l'augmenter moyennant quelques centaines d'euros et ça permet du coup en fait de sécuriser et surtout en fait de pouvoir être accompagné par l'assurance en cas de cyberattaque. Voilà, après tout ce qui est évidemment tous les boucliers, tout ce qui est VPN, anti-rançongiciel, un certain nombre de choses à mettre en place et évidemment encadrer un peu les usages en mettant en place tout ça au niveau du contrat du travail des collaborateurs et mettre une charte informatique. Dès que vous avez un salarié ou deux, mettez-le en place, comme ça vous les informez des sujets. Avant de laisser la parole à Fabrice et Claude, je voulais juste qu'on en vienne à ce que propose ou va proposer France Gestion en matière de lutte contre le cyber-risque. France Gestion, en fait, essaye d'accompagner justement les TPE dans la partie diagnostic du cyber-risque en ayant un scoring pour pouvoir, du coup, être couvert par l'assurance et être couvert en cas de cyberattaque. Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, une bonne partie des entreprises, en fait, elles vont déléguer, par exemple, la sauvegarde à des informaticiens. Mais comme moi, j'y connais rien et que je l'ai délégué à un informaticien qui m'avait l'air pas mal, mais j'ai pas vérifié que cet informaticien à vérifier la sauvegarde et en fait du coup en cas d'attaque je n'ai rien, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer et tout cela en fait c'est un travail, un accompagnement qui est proposé par France Gestion pour encadrer et accompagner les TPE parce que Claude l'a dit, on peut pas tout savoir quand on a une TPE, on est focalisé sur son cœur de métier et ça ce sont des choses que vous pouvez déléguer à votre centre de gestion préféré. Rapide. Une chose, il faut connaître, il y a un site qui s'appelle l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organisme de l'État. Donc vous pouvez y aller, il y a ce qu'on appelle notamment le guide du coup, de bonne hygiène informatique, et on va dire c'est des b.a.-ba de sécurité informatique. Mais il y a quelque chose qui me fait bien rigoler en général, c'est que les gens en général se jettent sur le premier réseau Wi-Fi qu'ils trouvent, sans avoir ce qu'a dit Sana de VPN, de système sécurisé, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter quelque part, ça se trouve c'est peut-être un attaquant qui va siphonner toutes vos données. Si, alors ça m'a amusé parce que je voudrais que vous le disiez, vous donniez le conseil à tout le monde, à tous ceux qui vont aller au Qatar, alors ils sont peut-être pas très nombreux, moi j'y vais pas, hein, mais pour la Coupe du Monde, quel conseil? Alors c'était ma troisième chose, mon troisième point, c'est que les gens, pas de souci, les gens qui vont aller au Qatar pour aller voir la Coupe du Monde, il faut savoir que le Qatar c'est quand même pas, ça n'engage que moi, mais je trouve pas que c'est un modèle de démocratie. Il faut savoir que l'internet qui transite par le pays là-bas, c'est-à-dire que vous allez y aller avec vos téléphones professionnels, tout ce qui va transiter par leur réseau, dites-vous qu'ils en ont une copie. Hein. Donc je vous conseillerais, c'est de prendre un nouveau téléphone portable ou une nouvelle carte SIM, et mieux un nouveau téléphone portable vierge de toutes vos informations précédentes, et vous connectez surtout pas à vos réseaux professionnels depuis un pays tiers qui fait de l'espionnage industriel, qui est connu notoirement pour ça. Donc attention au réseau du Qatar et au Wi-Fi du train de la SNCF. Alors, il n'y a pas que le Qatar, mais typiquement les États-Unis, vous êtes censé, quand vous passez la douane, donner les mots de passe de vos réseaux sociaux.
Voilà. La Chine, je ne vous fais pas de dessin sur ce qui va transiter sur le réseau en Chine. Donc il faut être vigilant. On oublie généralement. Et quand on part en déplacement, le premier réflexe, c'est de vouloir se connecter pour voir ses mails, pour discuter avec les équipes. Il faut essayer de casser ces anciens codes ou alors mettre des mesures de sécurité, VPN, pour pouvoir se connecter au réseau de l'entreprise de manière sécurisée. Claude ? Oui, tout à l'heure, j'ai répondu à la question sur l'arnaque au président, mais j'ai un petit peu occulté la partie cybersécurité. Et bien évidemment, nous sommes tous concernés, quelle que soit notre taille, puisque les attaques se font en mode diffusion. On n'est pas personnellement ciblé, mais les gens qui attaquent, ils attaquent partout, puis ils regardent là où il y a des failles. Et donc évidemment, il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants par rapport à nos équipements informatiques, le fait qu'on a effectué les mises à jour du système d'exploitation et des différents logiciels, etc. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux problématiques qui ont été citées tout à l'heure, et on n'a pas parlé en fait des ateliers de formation de France Gestion, donc j'aurais voulu en dire un petit mot. Par exemple, sur la problématique des mots de passe, en fait, on est souvent très agacé par le fait que les sites qui sont de plus en plus nombreux nous obligent de respecter certaines règles en nombre de caractères, mettant des caractères spéciaux ou n'en mettant pas. Et donc à la fin, on se retrouve à ne plus se souvenir des mots de passe qu'on a utilisés pour tel site, et on les met, certaines personnes les écrivent sur un bout de papier, et donc évidemment, tout l'aspect sécuritaire disparaît de par ce comportement. Donc il y a des solutions qui existent, comme les outils, les gestionnaires de mots de passe. France Gestion, parmi son large catalogue de formations, propose une formation sur les gestionnaires de mots de passe et en propose un. On a parlé tout à l'heure des difficultés lorsque l'on se déplace et que l'on utilise pour sa connectivité des réseaux publics, où tout ce qu'on échange peut être surveillé et capté. On a la problématique aussi des gens dans les entreprises qui ont des collaborateurs qui travaillent à domicile. Pour se connecter au réseau d'entreprise, bien sûr, ils utilisent un réseau public. Et on a parlé de réseaux privés virtuels. Et là également, France Gestion propose des ateliers de formation sur les réseaux privés virtuels. Et il y en avait un pas plus tard que cette semaine. Donc ce sont des choses qui, indépendamment de l'initiative de cybersécurité là, qui est mise en place et qui va être déployée pour sensibiliser tous les adhérents, des points de cybersécurité individuels sont déjà largement traités, couverts par France Gestion, de par les nombreuses formations qui sont disponibles. Et aussi, ce qui est très important, c'est que notre association, de par la crise sanitaire et l'obligation de réduire le présentiel, a développé tout un arsenal de modules qui sont maintenant accessibles en visioconférence, sur des durées qui sont beaucoup plus courtes et qui font que les gens n'ont pas besoin de se déplacer vers les centres de Paris, dans le 11e ou à Versailles. Ils n'ont pas besoin de faire 1h30 de transport pour aller, pour assister à 3 heures, et puis après refaire 1h30. Donc là, ils peuvent profiter pleinement de ces formations. Et ce qui est très important aussi au titre de l'association, c'est de rappeler que c'est sur un modèle gratuit. Donc l'adhésion que nous payons nous offre droit, enfin nous permet de participer gratuitement à tous ces séminaires qui sont disponibles. Et Claude, on peut peut-être insister, en remettre une couche sur le côté, effectivement, pour avoir découvert les formations France Gestion, on est sur de la formation action vraiment. C'est-à-dire on apprend à faire. Oui, absolument. Comme je le disais, là, je parlais de mes 3 critères. Il faut que ce soit mature, il faut que ce soit à un prix pas trop cher, c'est parfois gratuit, mais on sait que lorsque c'est gratuit, c'est nous le produit et c'est nos données qui sont revendues. Et puis, il faut que ce soit facile d'utilisation. Donc, dans toutes ces formations, on propose concrètement un produit, une solution aux adhérents. Donc, c'est évidemment pratique. Alors, bien sûr, il y a des thématiques qui se traitent plus difficilement en distanciel via la visioconférence qu'en présentiel. Tout ce qui nécessite des mises en situation, ou je sais qu'il y a une thématique comment acheter son ordinateur, ou comment... dès qu'il faut intervenir sur quelque chose, évidemment, c'est beaucoup mieux en présentiel. Si on fait du développement personnel avec du coaching, de la présentation, ce que vous faites en tant qu'expert en animation, c'est sûr que c'est difficile de le faire en visioconférence. Il vaut mieux avoir des exercices pratiques en présentiel. Donc il y a toujours ces deux, en fait, ce panachage en fait, d'ateliers qui sont disponibles en présentiel, et puis il y a une grande partie du catalogue de formation qui est disponible maintenant en visioconférence. On clôture là la partie au sens large numérique et cybersécurité. On va arriver à ce qui était le cœur un petit peu du réacteur du service de France Gestion, c'est-à-dire, on l'a dit, la suppression du 1,25. On rappelle qu'historiquement, il y avait un abattement sur le bénéfice imposable. Il y a eu une non-application d'une majoration de 25%, d'où le 1,25 pour les adhérents. Et maintenant, Sana, il y a un nouveau service de garantie juridique et fiscale que vous allez nous expliquer.
Oui, donc effectivement, France Gestion a toujours été, comme tous les centres de gestion agréés, ont toujours travaillé avec l'administration fiscale. Et donc, avec la fin du 1,25, donc de l'incitation fiscale, aujourd'hui, France Gestion doit se réinventer. Et donc, on voit bien que les centres de gestion avaient toujours bénéficié de la confiance en fait des administrations en leur déléguant les examens de conformité, les examens périodiques de sincérité qui s'appellent l'EPS. Et donc, avec tous ces modèles-là, aujourd'hui, ça permet ça réconforte, en fait, ça nous a réconforté et réconforté France Gestion dans la qualité des projets qui, dans comment dirais-je, dans la façon dont les collaborateurs travaillent aujourd'hui et le fait de se dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Laurent, l'administration fiscale va commencer à faire des contrôles de manière automatique sur les fichiers d'écriture comptable, va commencer à avoir accès aux détails de la comptabilité. Donc, on va plus avoir quand à l'époque, les entreprises et surtout les TPE étaient contrôlées, vraiment les chiffres le disent, c'est tous les 30 ans. Demain, ça sera automatiquement et ça veut dire qu'on va tous y passer. Et c'est plutôt quelque chose d'intéressant parce que ça va pouvoir permettre d'aligner tout le monde. Et donc, dans ce constat-là, parce que l'administration fiscale... D'aligner dans le bon sens. Pardon ? D'aligner dans le bon sens. Hein. D'aligner dans le bon sens. Non, mais d'être tous... voilà, qu'il y ait une équité aussi entre toutes les entreprises. Non, on peut se dire, moi, j'ai eu un contrôle fiscal, mais lui, il a fait pareil. Mais, comment ça, moi voilà, et c'est pas bon. Et donc voilà. Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que comme l'administration aura les moyens, on l'a vu en 2019, ils avaient même mis en place du data mining pour initier des contrôles automatisés en utilisant de l'intelligence artificielle, ça avait eu un succès fou. Et donc demain, l'administration fiscale va aller vérifier un certain nombre de détails, comme par exemple les absences de réintégration au niveau de la loi Madelin, un certain nombre sur les charges financières, par exemple les restaurants le dimanche, les tickets de restaurant le dimanche, on a beau l'expert comptable ou l'OGA qui dit c'est pas bon, le client il va le mettre, mais demain en cas de contrôle on ne pourra plus le mettre de manière automatique. Voilà, par exemple des petites choses comme d'immobilisation qui passe en charge ou des choses comme ça. Et donc effectivement toutes ces anomalies, si elles sont détectées, elles feront l'objet d'une démarche de justification ou de redressement. Et en fait pour faire face à ça, France Gestion s'est dit de toute façon demain on part du constat que tous les contrôles vont être automatisés. Donc toutes les entreprises vont y passer. Donc pourquoi pas leur proposer un service additionnel pour les accompagner et non pas un service pour le compte de Bercy, de l'administration fiscale, mais pour le compte de l'adhérent. Donc tenez-vous bien, c'est gratuit, c'est compris dans l'adhésion, et surtout ça va vous permettre en cas de contrôle fiscal, France Gestion va rembourser les honoraires en fait de prise en charge en cas de redressement ou de contestation à hauteur de 20 000 euros. Et donc le deuxième point aussi, c'est la prise en charge aussi pardon, excusez-moi. Et l'autre prise en charge, c'est celle de l'impôt lui-même, pardon, à concurrence de 5 000 euros, sachant que les redressements en moyenne sont à 30 000 euros. Et donc ça, c'est parce que France Gestion, on a tellement, on est confiant dans la qualité des contrôles qui ont toujours été faits par les équipes pour se dire qu'au demain, on pourra être en mesure de contrôler et en cas d'erreur matérielle qui a été faite par France Gestion, donc qui n'a pas permis de vous aider à détecter, enfin vous aider à vous couvrir, donc on prend en charge l'impôt. Évidemment, ça signifie que si moi, adhérent, j'ai suivi les recommandations de France Gestion, voilà, parce qu'il derrière, faut les suivre. Si je suis redressé, je suis couvert. Vous êtes couvert, effectivement. À la fois dans ma défense et dans même les droits en principaux. La défense et les droits liés, donc l'impôt. Mais par contre, si jamais vous ne suivez pas les recommandations de France Gestion, à ce moment-là, il faut savoir que l'assurance ne fonctionne pas. Et c'est une exclusivité France Gestion parce que France Gestion est tellement sûre de pouvoir proposer autre chose et une telle confiance dans ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années que effectivement, c'est quelque chose qui paraît plutôt... voilà, pour lesquels il n'y a aucun doute que c'est une offre qui rencontre son marché parce qu'aujourd'hui elle a été quand même pas mal plébiscitée par les adhérents, mais surtout en fait elle va être là pour les couvrir plus qu'autre chose. Fabrice, c'est créatif au sens noble du terme, c'est nouveau, vous êtes expert comptable, Sana aussi bien sûr, mais vous êtes tous les deux des spécialistes de la fiscalité, qu'est-ce que ça vous évoque, cette garantie ?
En fait, on passe d'une adhésion qui était subie parce que sinon on avait la majoration dans 25. Là, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on va vers une adhésion choisie, c'est-à-dire qu'on va choisir d'adhérer et en face, on a un système assurantiel. Donc là, il y a un retour, il y a un gain réel à partir du moment où on sécurise, qu'on respecte du coup les recommandations qui ont été prescrites dans le cadre de l'examen de conformité fiscale, du coup qu'on respecte bien toutes les obligations. Donc on change vraiment la mentalité. Du coup, donc à titre perso, ça invite du coup les adhérents, les BNC et BIC que j'ai dans ma clientèle à aller vers France Gestion pour au moins, du coup ça va sécuriser mon travail aussi. Après je suis aussi un petit peu égoïste dans le sens où ça ménage ma responsabilité du fait qu'ils vont être assurés en passant par France Gestion. Et ça permet un contrôle par une personne externe qui n'est pas du cabinet. Oui, ça peut être, même quand il y a un expert comptable, un œil extérieur qui repasse un contrôle. C'est surtout que c'est un package, c'est ce qui a été dit du coup précédemment, c'est que quand on adhère à France Gestion, on n'adhère pas que du coup pour les formations et puis et avant c'était pour la majoration dans 25. Là maintenant, derrière on aura le mécanisme assurantiel. Donc tout en respectant les critères, c'est qu'on change la mission, on devient plus dans la dimension conseil que dans la dimension répression coercitif. Claude, rassurer, c'est facile comme question. Alors, rassurer à plusieurs titres. D'abord, la première chose, c'est que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais je suis adhérent à France Gestion parce que j'ai une activité de loueur en meublé. Et quand on fait de la location meublée, alors pas celle que les gens peuvent connaître, type Airbnb, qui est de la location saisonnière, mais de la location à titre d'habitation principale, on a la possibilité de bénéficier d'un mécanisme d'amortissement qui fait que dans la plupart des cas, on ne dégage pas de bénéfices pendant une dizaine d'années. Donc en ce qui me concerne, et pour alors je ne sais pas exactement combien nous sommes ici, ou en tout cas sur les 10 ou 11 000 adhérents, on est peut-être 600, 800 qui sommes des loueurs en meublé. Pour ceux qui seraient dans mon cas, c'est de toute façon pas la non-majoration du 1,25 qui pouvait être la raison financière d'adhérer à France Gestion. Parce que 1,25 fois 0, ça fait toujours 0. Donc c'est vraiment la réduction d'impôt dont parlait Eric Messina en introduction, qui était la carotte fiscale. Après, bien évidemment, comme j'ai pu le dire, il y a énormément de services qui sont inclus dans l'adhésion, donc toutes les formations qui sont disponibles, donc qui ne coûtent rien, qui sont comprises dans l'adhésion. Et puis ce dont on vient parler, la garantie juridique et fiscale, pour moi, ça rajoute du sens à cette mécanique qui était un peu obscure, où on nous dit qu'il faut qu'on passe par un organisme, et puis après on va envoyer ça aux impôts, puis après on va être contrôlé par les deux, on ne sait pas pourquoi on est contrôlé par les deux. Là on comprend que le fait qu'on soit contrôlé par l'organisme de gestion agréé nous donne une garantie qu'en cas de réclamation de l'administration fiscale, on sera couvert. Voilà. Et donc ça rajoute beaucoup de sens, ça nous rassure. La partie protection juridique aussi est très importante parce qu'en fait c'est de l'argent à sortir alors qu'on n'a pas forcément la trésorerie quand on est une petite boîte, donc il faut être accompagné pour ça. Donc c'est vraiment très rassurant. Et enfin le dernier point que je voulais indiquer, c'est que bien évidemment comme France Gestion a été novateur, a été le premier à pouvoir sortir cette garantie fiscale. L'assureur qui a accepté de donner cette garantie, il est allé voir dans les comptes de France Gestion comment ça fonctionne, quel est le taux de sinistre, quel est le taux de redressement, etc. Et le fait qu'il ait accepté de fournir cette assurance, ça ne peut que démontrer qu'en fait le travail qui est fait par notre organisme est de grande qualité. Voilà, donc c'est plusieurs éléments qui nous rassurent. Ce sont des professionnels prudents, donc on peut penser qu'effectivement ils ont jugé que le projet était sérieux et que les compétences de France Gestion tenaient parfaitement la route. Oui, Fabrice ? Non, c'est juste par rapport au LMNP, du coup, c'est surtout aller s'assurer sur la décomposition de l'immobilisation au départ, c'est-à-dire la quote-part de terrain et la partie amortissable, c'est le vrai enjeu, parce que, bien entendu, généralement, le but d'un LMNP, c'est d'être en déficit, sinon c'est que ça a été mal goupillé dès le départ. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ma remarque, c'était par rapport au 1,25. Voilà. Pour finir, oui, Sana. Je voulais juste compléter un truc sur la garantie fiscale, même en tant qu'expert comptable, parce que je sais que toi, par exemple, tu es en BNC, il y a pas mal d'experts comptables peuvent être en BNC, même en tant qu'expert comptable, on peut adhérer pour bénéficier de la garantie fiscale de France Gestion. Mais ça, j'ai passé. Dernière question, il nous reste 5 minutes à notre timer, donc on arrive en fin de semi. Pas trop fatigué, ça va. On voit que la logique vraiment d'accompagnement accélère à France Gestion. Et quand on a préparé, j'ai été frappé par l'après-préparation du conducteur où ça fusait de partout et on sent qu'il y a beaucoup de projets. Alors, on ne pourrait pas rentrer dans tout, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous donner une petite vision des futurs services que vous pouvez préparer avec France Gestion ?
Déjà, il y a, comme le disait Claude, il y a tout le volet formation. Sur la formation, France Gestion a fait un travail formidable avec ses équipes, notamment Philippe, le directeur, et ses équipes qui ont beaucoup travaillé pour obtenir la labellisation Calliope. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel on est très content parce que ça permet d'offrir un plus grande offre aussi pour les adhérents. Et puis, il y a tout le volet en fait accompagnement numérique des clients. C'est de se dire, voilà, on va les accompagner en formation, on va pouvoir mettre en place une équipe, parce que France Gestion, ça, depuis 1 an et demi, il me semble, ou peut-être un peu plus, on a mis en place à l'époque l'espace France Gestion que j'anime, dans lequel je participe, et j'anime un certain nombre de thématiques aussi, d'ateliers. En fait, j'invite un certain nombre de sachants sur leur domaine, des domaines qui vont toucher vraiment la TPE. En fait, on cible vraiment les adhésions de les adhérents de France Gestion pour proposer des choses qui vont les intéresser et qui auraient vraiment de l'intérêt pour eux. Et donc, il y a ces formations-là. Il y a aussi, en fait, on a mis en place tout ce qui est signature électronique. En fait, on est parti du constat que disait Claude, c'est que les TPE, elles n'ont pas beaucoup le temps, en fait, d'aller faire leur marché, de chercher toutes les solutions. Donc, on a mis en place un partenariat avec la solution qui nous paraissait la meilleure, en fait, pour la signature électronique, qui va permettre de sécuriser nos adhérents. On est en train de travailler sur la facture électronique aussi, la cybersécurité, il y a toute une offre là-dessus. Il y a aussi plein de choses qui sont encore en off pour travailler sur la notoriété, sur l'image, sur l'accompagnement avec une task force pour essayer d'accompagner les TPE dans leur transformation, que ce soit des usages, que ce soit en diagnostic de l'entreprise elle-même. Et donc, en fait, l'offre, elle est vraiment très large. Et si je peux schématiser ça, c'est comme si demain, en fait, déjà, ne serait-ce que la plateforme de France Gestion, ça sera une sorte d'App Store, en fait, dans lequel l'adhérent va ouvrir, que ce soit l'expert comptable ou la TPE, et on va se dire, voilà, en service de signature, j'ai celle-là. Et je sais que France Gestion, comme en plus, ils sont très à cheval sur le côté réglementaire, juridique, ils ont anticipé. Et si on a choisi, par exemple, si je prends juste l'angle de la signature électronique, si on a choisi celle-ci, c'est qu'elle garantit tout le côté conservation, et surtout en cas de contrôle fiscal, les documents ils sont pas remis en cause. Et en fait, à chaque fois on étudie et on essaye d'aller jusqu'au bout, parce qu'une TPE, on veut pas qu'elle démultiplie les outils. Et l'idée pour nous, c'est de proposer quelque chose. Je sais que vous êtes en train de regarder le timing et qu'il nous reste 1 minute 30, mais en tout cas, je peux pas aller. Enfin voilà, je suis bloquée maintenant. Non, je plaisante, mais en tout cas, il y a énormément d'offres encore à venir. Et puis peut-être un petit mot, Sana, parce que j'ai été aussi impressionné quand on parlait de dire finalement, France Gestion va travailler avec l'expert comptable en complémentarité, parce qu'il y a des choses que le cabinet peut-être ferait plus difficilement, ou France Gestion peut prendre le relais, peut-être Fabrice. Tu veux... Oui, en fait, sur la partie administrative, en fait, les confrères, on est confronté à un problème majeur à l'heure actuelle, c'est il n'y a pas de collaborateurs sur le marché, il n'y a plus de collaborateurs. Donc, il faut quand même bien faire les dossiers. Et en fait, on s'aperçoit que sur des tâches administratives basiques, notamment les comptes impôts.gouv, je pense que vous avez tous découvert la suppression des habilitations, des petites tâches administratives qui sont très consommateurs de temps, où les clients ne savent pas du tout faire, ou s'ils le font, ils le font mal. Justement, c'est d'apporter ce service, que France Gestion puisse le fournir, facture l'expert comptable qui, lui, refacturera son propre client avec une marge supplémentaire. Il y a aussi des demandes d'accompagnement sur les bilans retraite, parce que les bilans retraite, les experts comptables n'ont pas forcément été formés sur toute la partie retraite. Et là aussi, c'est une demande de plus en plus des adhérents et de nos clients d'être accompagnés sur toute la partie retraite. Donc en fait, le champ des possibles est quand même relativement vaste. C'était d'ailleurs la baseline, France Gestion vous fera aimer le futur. Oui, ça. Je voulais juste dire que, oui, juste par exemple, si on prend l'exemple de la signature électronique, je vous invite tous à aller réclamer vos signatures offertes, parce qu'on vous en offre 5 et ça vous permet en fait de tester. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on met en place quelque chose, on vous permet d'abord de le tester avant de pouvoir le déployer. Là maintenant, on s'avance vers moi d'un air menaçant, donc Claude, je ne prends pas le risque de vous laisser la parole. J'ai juste le temps de vous dire 3 choses. D'abord, je le disais, France Gestion va vous faire aimer l'avenir. L'avenir immédiat dans 1 heure, vous verrez qu'il y a besoin d'1 heure pour refaire le plateau. Vous allez voir un magnifique spectacle. Deuxième chose, France Gestion s'est associée à une initiative de Mogador et de l'association Accès Culture pour permettre à 40 personnes malvoyantes d'assister au spectacle avec un système d'audio-description. Donc ne soyez pas surpris. Et dernière chose, vraiment, à laquelle je tiens particulièrement, c'est que vous fassiez un triomphe à nos 3 intervenants, Sana, Fabrice et Claude. Très beau spectacle!